bonjour tout le monde. 15 minutes en fait pour vous convaincre et pour faire l'avocat du diable. Alors, est-ce que les parasites sont des amis ou des ennemis? Très rapidement, en 15 minutes. Allez-y. Alors, un parasite, tout d'abord, c'est quoi? Un parasite, c'est, comme vous le voyez ici, là, des interactions entre les espèces vivantes. Que vous voyez ici, ça peut être des espèces animales ou végétales, bien évidemment. Et ce sont des interactions qui sont, tout d'abord, et ça c'est très très important, c'est des relations qui sont dynamiques. Un parasite peut se transformer en symbionte, un symbionte peut se transformer en parasite, peut avoir une indifférence. Vous voyez, il y a plein en fait de types de relations entre le vivant. Euh, alors, un parasite, ça c'est la définition académique. C'est une espèce qui vit aux dépens d'une autre espèce sans la tuer parce que sinon on bascule dans la prédation. Ça sera très rapide. Vous allez faire du sport avec moi. Ça sera très, très rapide. Ça sera speed, très, très rapide. D'accord. Alors, dans cette définition-là, vous voyez, vous pouvez mettre les eucaryotes, c'est-à-dire les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires, les helminths, les acariens, les insectes. Mais il y en a beaucoup. Et vous comprenez que tout ce polymorphisme, cette diversité sur le plan taxonomique va s'accompagner certainement d'une diversité sur le plan relation hôte-parasite. Alors, spécificité des parasites, il y a deux spécificités qui sont très importantes. Premièrement, c'est un processus coévolutif avec des relations qui sont durables. Ça dure dans le temps, ça peut être quelques minutes, mais ça peut être plusieurs dizaines d'années, comme c'est le cas pour plusieurs parasites, notamment Toxoplasma gondii. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est très important, c'est que pratiquement presque la moitié des espèces animales vivantes sont des parasites. C'est-à-dire que c'est vraiment un grand morceau en zoologie. Alors, on a tous peur des parasites, mais pourquoi est-ce qu'on a peur des parasites? Oubliez l'autre ordinateur parce qu'il faut se concentrer avec moi. Je vais vous fatiguer aujourd'hui. Alors, les parasites provoquent des maladies plus ou moins graves pour les humains et les animaux. Ben, c'est tout à fait normal là, qu'on ait peur des parasites. Deuxième élément très important, diapo suivante, il y a une forte répulsion, bah, c'est tout à fait normal pour les parasites. C'est pratiquement une phobie atavique, c'est pratiquement de l'atavisme. Ça peut être le syndrome d'Ekboom, l'entomophobie, pardon, parce que les parasites ont une connotation de morbide, d'insalubre, de sale, et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette répulsion. Il y a aussi un élément qui est très important, c'est le principe de maximisation de profit en élevage d'animaux de rente. On a peur pour nos animaux de rente, on a peur de perdre de l'argent, et donc on a peur des parasites. Et enfin, la relation rapprochée d'amitié avec les animaux de compagnie fait qu'on a peur pour nos animaux de compagnie. Et donc, on a peur des parasites qui peuvent provoquer des maladies à ces animaux-là, ce qui est tout à fait normal et rationnel même. Alors, les parasites des humains et des animaux domestiques, allez-y, 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 sont en fait un très mauvais modèle d'étude de la relation entre parasites. Il ne faut pas prendre les parasites des animaux domestiques et des parasites de l'homme comme des modèles. Ce sont de très mauvais modèles parce qu'il y a une imprégnation de la vision de l'humain et qui est une vision qui est totalement biaisée du fait de la présence d'une composante affective, économique, mais aussi d'un anthropomorphisme, voire, dans certains cas, d'un anthropocentrisme, qui fait que l'être humain se considère comme étant le maître de l'univers, le maître de la nature. Mais si vous regardez cette diapositive-là, vous comprenez que toute la relation est totalement biaisée. Vous voyez ici alors, les espèces de mammifères qui existent sur Terre et vous voyez la biomasse occupée par les êtres humains, par les ruminants, par les porcins, etc., etc. Vous voyez que les animaux marins, les mammifères marins et terrestres n'occupent qu'une partie infime de ce puzzle-là, ce qui est dramatique. Les parasites sont des amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Tout d'abord, ce sont des régulateurs des populations animales. Diapo suivante. Vous voyez ici, vous avez un parasite qui est très intéressant. Il y a à peu près 300 et quelques espèces de Sarcocystis. C'est des parasites qui
qui sont dihétéroxènes, avec une relation entre toujours un prédateur et une proie. Et vous comprenez que, puisqu'il y a une relation entre prédateur et proie, c'est-à-dire que les prédateurs sont toujours des hôtes définitifs du parasite, de Sarcocystis, dans le tube digestif, ça peut provoquer des diarrhées, des gastro-entérites, ça peut provoquer des mortalités chez ces animaux-là. De l'autre côté, vous avez des hôtes intermédiaires qui sont les proies et chez lesquels le parasite va se localiser généralement dans les muscles, à part ou une espèce en fait de Sarcocystis. Sarcocystis neurona qui est un parasite un peu particulier. Sinon, les parasites se localisent dans les muscles. Si ça se localise dans le muscle, ça va provoquer une myosite. Vous comprenez, myosite pour une proie, c'est-à-dire une moindre capacité de fuite. Et vous voyez que c'est des régulateurs en fait. Ils interviennent comme étant des régulateurs de ces populations-là. Diapo suivante. Régulation de la biomasse des populations. Diapo suivante. En intervenant dans cette relation-là, prédateur-proie, il va y avoir un rétrocontrôle qui peut être négatif, mais paradoxalement positif, parce que si vous tuez le lion, vous diminuez la population de prédateurs, vous augmentez systématiquement la population de proie, ce qui est tout à fait normal. Avec une augmentation, ça peut permettre aussi une augmentation de la disponibilité trophique. S'il y a plein de mortalité chez les gnous, c'est tout à fait normal que la disponibilité trophique va augmenter. Une régulation de la densité animale, ce qui est très très important, ça vient presque d'être découvert, puisque les ectoparasites nidicoles qui vont titiller en fait les animaux, tels que les puces, les punaises, certaines espèces de tiques et les dermanis, c'est des parasites prurigènes, vont stimuler ces animaux-là pour le départ, et ça va bien évidemment assurer la diminution de la densité des populations animales. Deuxièmement, ce sont des immunomodulateurs. Vous en avez reçu suffisamment sur l'immunologie. Je vous en mets une couche maintenant. Ça va provoquer les parasites vont provoquer une induction d'une immunomodulation. C'est la théorie de l'hygiène que vous connaissez tous. Les parasites diminuent les risques d'allergie, de maladies auto-immunes. Et vous l'avez remarqué certainement, il y a beaucoup plus, ça a été remarqué depuis des années déjà, il y a beaucoup plus de maladies auto-immunes, de maladies d'allergie, de cas d'allergie dans les pays dits développés par rapport aux pays du Sud. Et ça commence maintenant, là, le problème d'atopie commence à devenir un grand problème chez le chien. Par contre, ce problème-là, vous ne le trouvez pas chez des animaux qui sont hyper parasités. Et donc, c'est ce rôle-là immunomodulateur qui a été découvert depuis presque un demi-siècle avec des éléments qui étaient simplement épidémiologiques. Alors, par la suite, il y a eu la découverte récente, relativement récente, du rôle immunomodulateur des géohelminthes. Il y a même une personne qui a essayé de s'auto-traiter en absorbant des nématodes. Et puis, les nématodes digestifs concentrent en fait dans leur tube digestif des allergènes qui sont ingérés. Et là, c'est une protection qui est purement mécanique, mais c'est une protection qui est efficace. Troisièmement, sélection de partenaires. Là, c'est intéressant. Alors, comment? Alors, la sélection de partenaires à la reproduction diminue chez les animaux parasités. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a arrêt de la fonction reproductive lors de certaines parasitoses. Vous le savez certainement, la reproduction est une fonction de luxe. C'est la première à s'abolir lorsqu'il y a un problème de santé et la dernière à se rétablir lorsque la santé se rétablit. Deuxièmement, les animaux parasités sont moins compétitifs car ils sont moins affaiblis du fait de la présence de cette maladie-là. Et enfin, les animaux parasitaires sont sur le plan esthétique moins attractifs. Et ça, c'est un élément qui est très important chez les oiseaux. Regardez cette perruche ondulée, vous voyez qu'elle est en train de se groomer et excusez-moi, elle n'est pas très attractive. Diapo suivante. Alors, quatrièmement, ce sont des acteurs dans les réseaux trophiques, acteurs actifs, puisqu'ils représentent, n'oubliez pas, 40% des espèces animales sur Terre. Les animaux parasités sont une source de nourriture pour d'autres êtres vivants. Les animaux malades, les animaux morts suite à une parasitose représentent une source de nourriture. C'est tout à fait normal. Là aussi, c'est très intéressant. Ça vient pratiquement d'être découvert. C'est cette audace coûteuse des espèces qui sont, des sujets, pardon, qui sont infectés par Toxoplasma gondii qui se rapprochent beaucoup plus
des prédateurs et ça favorise, c'est une manipulation qui va favoriser l'installation du parasite et le cycle parasitaire. D'ailleurs, on dit que l'audace des hyènes représente une extension du phénotype de Toxoplasma gondii. Donc, c'est un phénotype qui est manipulé par les parasites. Toxoplasma gondii n'a pas subi de sélection pour manipuler le comportement des hyènes. Et ça vient d'être publié. Quatrièmement, ce sont des auxiliaires de la sélection naturelle. Auxiliaire, non, ce n'est pas un bon mot, c'est moteur de la sélection naturelle. Diapo suivante. Là, vous voyez l'équilibre entre l'hôte et le parasite. C'est un équilibre dynamique entre les deux et parfois c'est le parasite qui gagne, parfois c'est l'hôte qui gagne. Et lorsque le parasite gagne, les sujets les plus sensibles seront éliminés, bien évidemment. Et c'est une sélection naturelle, c'est des travers, c'est vraiment des travers de l'évolution naturelle. Alors, Claude Coombs parlait de course à l'armement entre les parasitologues. Personnellement, je parlerai de consensus de trêve entre le parasite. Il y a un consensus de trêve entre les deux. Allez-y. Cinquièmement, ce sont des régulateurs de la relation hôte-parasite. Comment? Vous voyez ici, par exemple, lorsque vous avez il y a un équilibre entre l'hôte et le parasite, puisqu'il y a installation d'une immunité de prémunition, appelée aussi immunité concomitante ou immunité de co-infection, qui s'établit lorsque le sujet est infesté par les parasites, mais elle disparaît très peu de temps après la disparition du parasite. Donc, le parasite est là, et ça a été découvert aussi chez Plasmodium, non seulement chez les strangles digestifs, mais chez Plasmodium aussi. Sixièmement, les parasites protègent contre l'expression clinique des infestations parasitaires. Allez-y. Et en fait, la présence d'une infestation avec une faible intensité d'infestation va empêcher l'apparition de cas cliniques puisqu'il y a cette immunité de co-infection, de co-infestation qui a une certaine action sur la santé des animaux, c'est tout à fait normal, mais elle empêche quand même l'expression clinique. Allez-y. Septièmement, une action dépolluante. Alors là, vous voyez, lorsque la concentration des polluants chez les parasites, eh bien, la concentration chez les parasites digestifs augmente et ça permet de protéger l'hôte qui héberge ces parasites-là contre l'exposition directe à ces polluants-là. Allez-y. Et il y a même des auteurs là qui récemment ont essayé de synthétiser cette relation-là. Vous voyez qu'on peut basculer entre le mutualisme, c'est-à-dire la symbiose et le parasitisme, avec l'intervention de ces polluants-là qui vont assurer une séquestration des polluants pour basculer cette relation du parasitisme vers la symbiose. Parasites concentrent donc les polluants. Et vous voyez qu'il y a 2000 fois plus de métaux lourds chez les parasites digestifs que chez les hôtes. Donc, c'est vraiment un système d'épongeage, si vous voulez, qui est très efficace. Allez-y. Huitièmement, ce sont des sentinelles. Et ce sont des sentinelles de problèmes de santé des écosystèmes. Les parasites vous alertent sur la présence d'un problème de l'écosystème de la relation. Lorsqu'il y a maladie, c'est-à-dire que l'écosystème est malade. Allez-y. Il y a d'autres rôles à découvrir qu'on ne connaît pas. C'est le cas de Simotoa exuga. Vous voyez, le parasite ce crustacé va prendre la place de la langue du vivano. Allez-y. Et il va servir comme une langue. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a cette relation-là, très intrigante, très, très bizarre, qui doit être étudiée. Allez-y. Pas que, il y a d'autres choses. Alors là, c'est très intéressant parce que vous voyez ici sur ces statues-là, vous voyez un charançon, et cette statue-là a été érigée en 1919 à Entreprise, qui est une ville qui se trouve à l'Alabama. Et pourquoi? Parce que ce charançon-là du coton avait provoqué des dégâts dans les champs. Et les agriculteurs ont décidé de se convertir en agriculteurs avec une activité beaucoup plus sur les arachides. Et ils ont découvert ensuite que les arachides, ou la culture de l'arachide, rapportait beaucoup plus d'argent que le coton.
Et c'est la première fois qu'on fait la gloire à un parasite parce qu'il a permis une augmentation en fait des revenus de ces agriculteurs-là. The last, not the least, on fait un peu d'anglais. Bah, n'oubliez pas, ces parasites-là, on est là grâce et non pas à cause de ces parasites-là. C'est tout à fait normal. Elle nous fait bouillir notre marmite, sinon, allez-y. Voilà. Alors, en conclusion, les parasites sont des êtres qui rendent d'importants services écologiques, sont encore inconnus, hein, notamment les parasites des animaux sauvages, les parasites des poissons. Une gestion éco-respectueuse des infestations parasitaires délicates, mais elle est nécessaire et urgente. Il faut initier un débat, une réflexion avec une vision, une seule santé sur le sujet. Merci beaucoup. Merci pour cette excellente présentation. Des questions? Didier Boussari. Merci Mohamed pour cet excellent exposé. Merci beaucoup. Bon, enfin, je ne sais pas véritablement. Si, il y a une petite question déjà. Quelle est la différence entre parasite et parasitoïde? Alors en fait, le terme parasitoïde est beaucoup plus utilisé en parasitologie végétale. Et ce sont en fait des parasites qui vont infester, par exemple, d'autres parasites. C'est des des hyperparasites. Merci Mohamed. Alors, on cherche de plus en plus, de toute façon, en élevage, à plutôt chercher une immunisation des animaux, ce qui est fait en bovin avec la gestion du pâturage, et finalement, et aussi une réduction des antiparasitaires, c'est-à-dire plutôt que de détruire, d'essayer d'immuniser. Alors, la problématique, en effet, est que actuellement, il existe quelques vaccins, mais il y a assez peu de vaccins antiparasitaires. Enfin, j'accepte peut-être, je parle notamment des vers, hein, des helminthes, hein, parce qu'après, on a d'autres parasites coccidies ou cryptosporidies. Donc, enfin, c'est un peu en marge de ça, mais l'avenir, c'est peut-être aussi les vaccins, donc pouvoir contrôler la population de parasites et mieux gérer, en effet, même pour les éleveurs, comme tu as dit, c'est au niveau économique, je dirais, comment dire, la cohabitation entre animaux et. Alors, est-ce qu'il y a plus d'informations peut-être au niveau humain aussi, sur des vaccins, plus destinés notamment, je pense, aux helminthes, aux strong ou autres? Il en existe un quand même. Bon, il en existe quand même quelques-uns, hein, des vaccins antiparasitaires. Alors, surtout en protozoologie, il y en a, bien évidemment. Pourquoi? Parce que tout d'abord, vous pouvez imaginer qu'un parasite a des milliers et des milliers d'antigènes. Comparé avec un pauvre virus ou une pauvre bactérie, c'est vraiment ridicule comme nombre d'antigènes. C'est des milliers d'antigènes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point très important, c'est que assez souvent, lorsque les parasites pénètrent dans un organisme, ils changent d'antigène parce qu'ils changent de stade. Et ce changement-là fait que la cible utilisée pour la vaccination devient vraiment très difficile. Est-ce qu'il faut mettre un cocktail? Est-ce qu'il faut... Troisième élément très important, c'est que l'immunité antiparasitaire est montée, bien évidemment, du fait de la présence d'antigènes, mais la présence physique du parasite lui-même est très importante. Parce que c'est des organismes qui sont de très grande taille, comparés aux bactéries ou aux virus. Et donc, c'est une immunité où la conformation du parasite elle-même intervient. On ne sait pas encore, pour certains parasites, pas pour tous, quels sont les antigènes qui sont immunogènes et qui permettent la protection. Et puis, un autre élément qui est très important, hein, lorsque vous injectez un nématode, comme vaccin par exemple, hein, vous injectez aussi avec des milliers et des milliers de bactéries, endosymbiontes notamment, et tout ce qui est procédure de vérification de la biosécurité de ces structures-là devient très, très compliqué parce que là, vous avez des parasites qui sont de très grande taille. Mais il y a quand même pas mal de vaccins, hein. L'autre élément le plus important, qui est très important aussi, c'est qu'il y a encore des antiparasitaires qui sont efficaces. Alors, c'est beaucoup plus simple d'utiliser de l'albendazole. Une dose d'albendazole, ça coûte absolument rien que d'aller vacciner ces animaux contre. Et puis, n'oubliez pas aussi que lorsque vous
vous diagnostiquez une strongylosis chez un animal. Alors, ça peut être monospécifique, certainement, mais par la suite, vous avez des cas où vous avez une dizaine d'espèces de parasites. Hein, et vacciner contre une dizaine d'espèces de parasites, parfois qui n'appartiennent pas à la même famille. Lorsqu'on dit famille, c'est vraiment des parasites qui sont sur le plan morphologique peut-être très proches, mais sur le plan antigénique et taxonomique, c'est des parasites qui sont très, très éloignés les uns des autres. C'est un débat très passionnant et Merci. Alors, vous vous présentez. Excusez-moi de ne pas vous avoir passé le micro. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion par rapport effectivement à la contamination donc des océans et des mammifères marins, donc notamment les PCB qui ont un rôle immunosuppresseur. On remarque que ces animaux-là sont fort parasités et notamment en mer du Nord, on a des marsouins qui meurent de parasitose pulmonaire, notamment avec des Pseudalucine flexus, mais aussi des Halocercus invaginatus ou Steniurus minor. Voilà, c'était juste cette petite réflexion. Merci. Merci beaucoup. D'autres. Juste une petite remarque. Ton exposé montre, on peut se poser la question, où passer la limite des antiparasitaires, quand les utiliser, quand est-ce qu'ils sont véritablement judicieux? Parce que là, prenons l'exemple, par exemple, des reptiles, ils sont bourrés de parasites. Hein. On nous amène des tortues en consultation, on fait une copro, mais c'est incroyable, c'est bourré de parasites. Hein. Les lézards, c'est un petit peu la même chose. Et finalement, ils vivent très bien. Ils sont en pleine forme. Donc, quel intérêt de les vermifuger? À mon avis, aucun intérêt. Je suis tout à fait d'accord parce que là, vous avez des espèces qui ont une certaine immunotolérance. C'est des espèces qui sont, j'allais dire, pratiquement sauvages. C'est-à-dire que leur domestication n'est pas très ancienne et donc leur système immunitaire est encore intact. Il a cette capacité-là d'être résilient, d'être résistant parfois, mais entre résilience et résistance, parfois la limite est très floue. Et puis, bien évidemment, il faut faire très attention, il ne faut pas les déparasiter. Primo, parce que vous donnez une fausse sécurité aux propriétaires. Secondo, parce que ça ne sert absolument à rien, parce que les animaux vont s'auto-contaminer par la suite quelques semaines après. Et troisièmement, vous allez perdre cette résilience ou cette résistance. Donc, il vaut mieux les garder comme ça avec leur, j'allais dire, patrimoine parasitologique, avec qui ils établissent une bonne relation d'amitié. Voilà, merci. Je ne crois pas qu'il y ait de questions sur le Zoom. On a une remarque de Salah Meradi. Un petit commentaire. Philippe Dorchier, pareil. Philippe, ravi de te voir et je te permets de te poser ta question. Bon, ça n'est pas une question, c'est simplement un commentaire. J'ai eu un grand plaisir à assister à la présentation de Mohamed, qui nous donne une parasitologie tout à fait évolutive, tout à fait moderne. Et il ne se passe pas de semaine, dirais-je, que je reçois un article sorti de son équipe. Donc, tous mes compliments. Et puis, heureux d'entendre Jean Dupuy-Camé, là, depuis que je suis à la retraite, j'ai un peu coupé avec le monde parasitologique. Voilà, merci. Au revoir. Merci Philippe de tes remarques. On avait une remarque sur le parasitoïde tue toujours son hôte contrairement au parasite. Ainsi, la durée de la relation est plus courte entre le parasitoïde et son hôte. Voilà, donc on a cours de parasitologie générale. Merci d'avoir cité Claude Combes, qui fut mon professeur au 2A de Montpellier. Donc là, en fait, il faut remplacer Claude Combes par Mohamed Garbi. D'autres questions? Isabelle, en ce qui concerne les vaccins, sur la trichine, il y a quand même eu pas mal de réflexions dans ton équipe sur le sujet. Alors, j'ai oublié de dire que Isabelle est la présidente actuelle de la Commission internationale sur la trichinellose, ce qui est quand même... voilà. Isabelle, un commentaire sur les vaccins? Ouais, c'est pas que sur les vaccins, mais en fait, merci beaucoup pour votre exposé. C'est vraiment passionnant et ça montre bien que on a encore énormément de recherches à faire parce qu'un parasite, comme vous l'avez bien dit, c'est pas une bactérie ou un virus. Et sans minimiser les bactéries ou les virus, parce que je veux pas me mettre mes collègues à dos non plus.
Mais un parasite, c'est très complexe. Et moi, je suis plus trichinella sur les helminthes. C'est vraiment des organismes compliqués dans lesquels on a à la fois des protéines qui vont être bénéfiques et des protéines qui vont être non bénéfiques. Et c'est vrai que quand on fait un vaccin, il faut aussi se poser des questions sur quelle cible antigénique on va choisir, parce que ça peut aussi être délétère pour l'autre. Donc, c'est très complexe, effectivement. Et moi, je pense qu'il y a énormément de beaux projets qui sont à venir, à construire. Et c'est aussi en lien avec la présentation de Liliana avant, avec les vésicules extracellulaires qu'elle a abordé très rapidement en fin de présentation, qui est un nouveau champ un peu en parasitologie. Il n'est pas si nouveau que ça, mais en parasito, il est encore un peu neuf. Et je pense qu'on a des belles perspectives à venir, mais il faudrait que la recherche soit, qu'on ait la chance qu'elle soit encore plus dynamique, parce que c'est compliqué. Merci Isabelle, merci Mohamed.